Alors, justement, peut-être l'idée de ce webinaire, c'est de partager avec vous de nombreuses astuces sur l'utilisation de l'IA, notamment dans votre stratégie de contenu SEO. L'idée de ce webinaire, juste pour vous parler de la genèse de ce webinaire, pendant le SEO Square, avec Laurent, on a fait un webinaire sur l'IA et on a vu qu'il y avait énormément de questions autour de l'IA qu'on n'a pas pu traiter. On s'est dit, bon, on va faire un peu un deuxième webinaire pour justement traiter un maximum de ces questions. Donc là, ça sera un webinaire en deux parties où on partagera des astuces d'un côté et également on tentera de répondre à un maximum de questions de l'autre. Et puis, il y aura également une série de questions-réponses. Le but étant que quand vous partiez à la fin de ce webinaire, eh bien, vous ayez un maximum d'éléments de réponse sur comment intégrer au final l'IA dans votre stratégie. Alors, peut-être, Laurent, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Voilà, donc je m'appelle Laurent Jean. On me connaît sur les réseaux sociaux, surtout Twitter, sous mon pseudo GCSEO Noob. Donc, j'ai créé en fait MediaCrea en 2008. Je faisais de la création de sites internet à la base. Et puis après, en fait, j'ai découvert le SEO en allant sur une barcamp BH Black Hat qui avait été organisé par Paul Sanchez. Et puis après, donc ça fait 2 ans que je me suis penché un petit peu plus sur la création de contenu. Que j'avais découvert donc le GPT-3, donc qui permet de faire de la création de contenu d'intelligence artificielle. Et donc, j'ai ouvert le service Copywriting AI pour pouvoir aider les entreprises à se former à ces outils-là. Donc après, quelle que soit la solution, la plupart des solutions sur le marché qui utilisent l'intelligence artificielle utilisent GPT-3 ou GPT-4. Et en fait, le mode fonctionne partout. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va voir après avec les prompts. Voilà. Donc, voilà ce que je fais. Et on va voir tout à l'heure, on a une petite statistique où a priori, ton service de formation d'accompagnement IA fait tout son sens vu les enjeux d'accompagner notamment les entreprises à ce niveau. Côté SMJ, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce qu'on fait ? Globalement, on propose une plateforme SEO pour les grandes marques qui vont les aider à créer des contenus SEO plus performants en moins de temps. Donc, SMJ va vous aider à identifier des nouvelles idées de contenu, va vous aider aussi en scannant votre site web à identifier les contenus existants à optimiser pour aller chercher des gains SEO. Bien entendu, SMJ va vous aider à optimiser vos contenus et à en mesurer la performance. Et donc, on est très content. On a la chance d'avoir des très, très belles marques, puisqu'on a plus de 300 marques en France et à l'international qui utilisent SMJ au quotidien pour leur stratégie de contenu SEO. Donc justement, je parlais d'une petite statistique. Je voulais commencer et introduire ce webinaire par cette citation qui peut faire questionner ou interpeller. C'est le fonds d'investissement Bessemer qui dit aujourd'hui, il y a moins de 1% des contenus en ligne qui sont générés par l'IA. Et dans les 10 prochaines années, on prévoit au moins 50% de contenus en ligne générés ou augmentés par l'IA. Augmenté par l'IA, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un humain dans la boucle et l'IA est là pour l'aider. Est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? On ne peut pas dire, on n'a pas la boule de voyance. Cependant, voilà, c'est intéressant de l'avoir en tête. Il y a quand même beaucoup d'analystes qui comparent l'arrivée de l'IA générative un peu comme la courbe d'adoption des smartphones. Donc, ça peut aller très, très vite. Et pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir qu'on est à une phase de l'IA générative. Il va y avoir une deuxième phase de l'IA générative, à mon sens, beaucoup plus grand public. C'est quand l'IA générative va arriver dans Word, dans Google Doc, dans Google Sheet, dans Excel, puisque je vous rappelle que Microsoft, Google l'ont annoncé. Donc, ça devrait arriver bientôt. Et pour rappel, pareil, il y a Amazon qui vient de lancer de l'IA générative, etc. Donc, on est, entre guillemets, au début. Je voulais partager également avec vous les résultats de ce sondage qu'on avait lancé sur LinkedIn il y a 2 semaines de mémoire, où je posais la question, faut-il intégrer l'IA dans une stratégie de contenu SEO? Donc globalement, ce qu'on peut voir, c'est que la grande majorité disent oui pour certains process. Il y a quelques téméraires qui disent systématiquement, 18%.
on voit qu'il y en a 16% qui se posent encore la question et au final, il y en a très, très peu qui se disent bah non, je ne veux pas intégrer l'IA dans mes process. Alors, bien entendu, ce sondage, je l'ai fait avec mon compte LinkedIn, donc probablement il y a des biais, mais c'est intéressant quand même d'avoir ces retours. Donc, pour commencer ce webinaire, justement, on voulait partager avec vous quelques prompts. Donc là, globalement, dans le sondage qu'on a lancé là, au tout début, on peut voir, vous êtes 54% de débutants, 42% d'intermédiaires. Donc, pour les débutants, on va essayer de bien vous réexpliquer les bases au fur et à mesure. Donc là, par exemple, je vais prendre un exemple où je travaille pour Asos, donc le site e-commerce. Et admettons, on m'a dit, allez Nicolas, on a 2500 catégories e-commerce et bien, il y en a 2000 où il n'y a pas de texte. Et ça serait bien que tu les rédiges. Et là, je vais dire, bon, bah ok, soit je fais manuellement, soit peut-être que l'IA peut m'aider à gagner du temps ou à minima en inspiration. Donc, pour vous montrer cet exemple, du coup, sur cette catégorie chaussures en mariage femme, il y a ce texte, quand on déploie le texte, avec un texte à sauce, où on peut voir ce texte, il y a quand même plusieurs particularités, notamment la particularité du ton de voix. Donc, le ton de voix, c'est vraiment comment la marque, à travers le texte qu'elle a rédigé, transmet une forme d'identité de marque. Donc, on peut voir, c'est du tutoiement. Un mariage, c'est souvent un événement stressant, un bel événement OK, mais stressant. Voilà, on est sur un style d'écriture qui est bien particulier. Et là, on va voir qu'avec GPT, eh bien, on peut se faire aider pour générer du texte qui reprend ce ton de voix et ce ton de marque. D'accord? Donc, pour vous expliquer ce prompt, là, je suis dans ChatGPT avec le modèle GPT-4 qui, pour cette tâche, je trouve, apporte des meilleurs résultats. Et donc, on peut voir le prompt se forme en deux parties. Donc, pour rappel, un prompt, c'est quoi? C'est une instruction qu'on donne à GPT, donc comme si on envoyait un mail à un freelance, là, voilà, j'envoie un prompt à GPT et pour qu'il me renvoie une réponse. Et plus mon prompt est précis, plus la réponse, en théorie, est censée être précise. C'est un peu comme si je lui envoyais un brief. Donc là, je lui dis, tiens, voici un titre et voici le texte de ma catégorie chaussures, voici mon instruction, donc agis comme un rédacteur, analyse le style d'écriture, le ton de voix, etc. Et maintenant, fais un texte, rédige un texte sur la doudoune pour homme, avec le même ton de voix. Là, ce qu'on peut voir en dessous, c'est le texte généré. Donc là, ce qui est assez intéressant, justement, on peut voir, c'est qu'en termes de ton de voix, on s'y retrouve, puisque là, GPT me dit, l'hiver approche, et avouons-le, le froid peut être impitoyable. Donc là, on n'est pas dans du texte Wikipédia, on est bien dans du texte avec un certain ton de voix, et c'est plutôt intéressant. Et donc là, ce texte, potentiellement, en le refaçonnant, bien entendu, d'un point de vue humain, pour vraiment l'adapter à véritablement mon objectif de rédacteur, eh bien, ça peut m'aider à gagner du temps. Cependant, là, autre cas d'usage, potentiellement, on pourrait dire, ah oui, mais alors attends, ce texte en haute catégorie, est-il vraiment optimisé d'un point de vue SEO? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'extension Chrome de SEMJ directement dans le ChatGPT pour vérifier le niveau d'optimisation. J'ai rentré mon mot-clé doudoune pour homme. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'au final, c'est pas fou quand même. Pourquoi? Parce que ce texte ne parle pas de doudoune sans manche, de doudoune longue, de doudoune fine, de mi-saison, alors que potentiellement, ces termes peuvent être intéressants justement à, je dirais, insérer directement dans le texte, parce qu'en plus, doudoune longue, doudoune sans manche, tout de suite, on est un peu dans des sous-catégories de doudoune. Et souvent, quand l'internaute est dans une démarche d'achat, c'est pas mal qu'assez rapidement, ils comprennent, OK, c'est quoi les différentes typologies de produits que je vais visualiser dans la catégorie e-commerce. Donc là, par exemple, je peux réoptimiser ce texte avec ChatGPT. Ça, c'est assez intéressant aussi comme démarche. Donc, j'ai mon premier texte que ChatGPT m'avait généré et là, je lui donne une nouvelle instruction, une deuxième instruction. Je vais lui demander de réécrire ce texte avec la même longueur, mais en incluant les fameux concepts, les fameux termes qui n'étaient pas présents. Donc, doudoune sans manche, doudoune longue, doudoune fine, mi-saison, etc., etc. Et là, on va voir le résultat. Alors, je suis toujours avec GPT-4 pour info. Sont assez intéressants. Pourquoi? Parce que, comme on peut voir, le nouveau texte généré,
eh bien, il conserve globalement le même angle. Hein, c'est assez intéressant, hein, je trouve, puisque le premier texte parlait de l'hiver approche et avouons-le, le froid peut être impitoyable. Mais vu que là, à un moment donné, dans la réécriture, je lui demande de parler de mi-saison, et ben là, il me dit la mi-saison arrive et disons-le, il faut être prêt pour les caprices de la météo. Donc ça, c'est assez intéressant parce que on est en train de conserver toujours un ton de voix à sauce, mais en plus, on rajoute de l'optimisation SEO dans ce contenu. Donc, plutôt intéressant comme démarche. Voilà, donc ça, c'est juste un cas d'usage. C'est pour vous montrer potentiellement ce que peut faire GPT. Bien entendu, ça vous donnera plein d'autres idées. Et donc là, on peut voir que ce texte, quand je le vérifie avec l'extension Chrome de SEMJ, eh bien là, il est bien optimisé. On retrouve bien les différents termes associés que je lui avais demandé d'insérer. Donc, plutôt intéressant. Et donc, toi, Laurent, tu voulais nous partager des astuces sur l'analyse de concurrents. Oui, comme pas tout le monde a SMJ, donc du coup, on n'a pas le panneau avec les mots-clés. On peut utiliser d'autres outils comme Href, par exemple, il y en a d'autres, SEMrush, etc. Et en fait, donc, il faut pouvoir analyser la thématique des concurrents. Là, par exemple, avec manomano.fr, on veut savoir quels sont les mots-clés qu'on va intégrer donc, dans notre stratégie. Alors, ce qu'on peut faire, c'est récupérer toutes les informations qui correspondent donc aux mots-clés et au trafic. Après ça, on peut le coller dans un Google Doc, pour pouvoir, Google Sheet, pour pouvoir avoir une correspondance et puis enlever tous les doublons. Parce qu'en fait, on voit que, par exemple, Mano, il est répété plusieurs fois. Nous, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est d'avoir une liste de mots-clés. Une fois qu'on a cette liste de mots-clés, on va pouvoir les copier-coller en fait donc notre tableau où on a donc classifié nos mots-clés avec les volumes qui correspondent par rapport au trafic. Et du coup, après, on va lui donner une instruction pour pouvoir lui dire, en fait, à partir de ça, je voudrais que tu me crées un tableau avec donc les 5 thématiques qui rapportent le plus de trafic donc à Mano, et de me créer en fait donc un tableau avec 3 colonnes, donc qui m'affiche la thématique, 5 exemples de mots-clés et le pourcentage de trafic. Hop, je vais vous le montrer tout de suite. Et voilà ce que ChatGPT peut nous sortir. Donc, il ne fait pas que du texte, il peut aussi nous sortir des tableaux sur lesquels on va avoir des informations qui vont nous être utiles. Et ça, en fait, comme l'a fait Nicolas tout à l'heure, on peut le réinjecter dans le prompt pour pouvoir améliorer donc l'utilisation de ces mots-clés dans le contenu qu'il doit écrire. Ouais. C'est vrai que là-dessus, sur l'analyse de beaucoup de données pour synthétiser les choses, GPT est très fort. Par exemple, admettons, demain, vous avez 2000 avis clients et vous voulez synthétiser c'est quoi les gros retours positifs et les grands retours négatifs, par exemple, GPT peut le faire très efficacement. Donc, c'est très puissant ce côté analytique de GPT, même s'il a le côté un peu approximatif. Très intéressant. Oui. Et je répète, les mots-clés qui sont sortis là, là, on a récupéré vraiment de la data qui a été analysée par les outils. Alors que si on utilise juste ChatGPT en direct, il va nous donner des volumes. Je crois que tu en parles plus tard. Ouais, j'en parle après. Ouais, tout à fait. Super. Alors, ensuite, donc, l'idée, c'était aussi de répondre à pas mal des questions qu'on avait reçues, notamment pendant le précédent webinar. Il y en avait eu, je crois, 50, 60. Et sur les réseaux sociaux, on en a reçu d'autres. Donc, on a sélectionné les principales. Et je crois, Laurent, que c'est toi qui lance le bal, notamment ChatGPT. D'où sort-il ses sources? Oui, en fait, ce qu'on entend le plus souvent, et c'est vrai, c'est que ChatGPT, en fait, il s'est basé sur Wikipédia. Mais en fait, Wikipédia, en réalité, dans cette grosse base de connaissances qui représente 175 billions de paramètres, ça ne représente que 3% en fait, de tout ce qu'il connaît. Et nous, déjà, en fait, en tant qu'humains, on se pose la question, quel est le sujet qui n'est pas dans Wikipédia? Et là, déjà, on se cresse déjà la tête pour trouver des sujets qui n'y sont pas. Et en fait, il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus énorme que juste ce Wikipédia. C'est une base de connaissances qui s'appelle Common Crawl. En gros, en fait, c'est une ONG qui s'est occupée justement de scraper en fait, des données à droite à gauche sur des contenus qui étaient libre accès.
libre accès, ça ne veut pas dire que les contenus, en fait, ils n'étaient pas copyrightés. Là, je pense qu'il y aura un sujet bientôt par rapport à la légalité en fait, du scrap. Mais en tout cas, ça fait partie de toute sa base de connaissances. Alors, il y a encore d'autres choses qui sont intégrées dedans. Wikipédia, par contre, c'est 3%. Et c'était basé sur de l'anglais, le Wikipédia en anglais. Mais par contre, ces outils de ce qu'on appelle les NLP, sont capables en fait de traduire dans plusieurs langues, donc c'est plus une barrière. Ils ont aussi mis donc des bases de connaissances, des bouquins. Là, donc 8%, ça fait 16% en fait de livres. Et puis après, le reste, ils l'ont scrappé sur le web, donc ce qu'ils appellent web text. Mais lorsqu'on voit Wikipédia 3% et on se dit web text, c'est quoi sa volumétrie, du coup, sur le monde réel? Alors, après, la question qui est souvent posée et souvent décriée par ceux qui font justement les futures lois, etc., c'est de dire, oui, OK, ChatGPT nous donne ou GPT nous sort des contenus dans sa génération, mais d'où viennent en fait les sources? Et là, comme on vient de voir, les sources elles sont vraiment diverses, mais par exemple, si je prends cette tarte aux pommes, d'où viennent les œufs qui sont utilisés, la farine, c'est quoi sa source, et d'où viennent les ingrédients. Vous n'êtes pas au même endroit que moi, vous n'avez pas le même supermarché, donc on va acheter des ingrédients dans des magasins différents. Donc, ce que je dis, c'est que c'est la même chose pour les AI génératives. Tout le contenu dans un supermarché, on va aller piocher les ingrédients dedans, et derrière, en sortie, on a des choses qui sont bonnes ou pas. Oui, c'est-à-dire que demain, quand je génère un texte avec GPT, ça va piocher dans un univers de sources très différentes. C'est ça, et ça va être au hasard, en fait. On va tomber sur, à un moment donné, une information qui était renseignée, qui va être dans le même sujet, mais pas forcément tous les utilisateurs vont pointer au même endroit. Et d'ailleurs, de base, dans les LLM, donc la technologie derrière GPT, on ne peut pas remonter à la source du texte qui est généré, a priori techniquement, je crois. Non, c'est tout mélangé. C'est tout mélangé, en fait. Ce qui peut être une forme de limite, d'ailleurs. Cool. Encore une question pour toi, Laurent. Cette fois, c'est sur la partie s'il y a plein d'entreprises ou de personnes qui utilisent ChatGPT et qui disent « Tiens, rédige un article sur le SEO », est-ce qu'il y a des risques de duplicat de contenu? Alors, c'est bien en fait qu'il y ait eu cette question et qui est spécifiquement pour ChatGPT. Parce que en réalité, je vais expliquer qu'il y a une petite différenciation. C'est que là, donc, par exemple, on a pris un contenu qu'on a fait générer. Donc, le mot-clé, c'était SEO. Et on l'a passé sur un outil qui permet de vérifier si le contenu est dupliqué. Ou paraphrasé, parce que c'est aussi une chose qu'on fait souvent, même en tant qu'humain, on prend une dépêche AFP, on va paraphraser ce qui a été dit, et du coup, en réalité, le sens à l'intérieur, ça va être à peu près le même. Là, par exemple, sur Copilix, on voit que si on prend un contenu et que l'on le modifie un petit peu, l'outil va quand même comprendre qu'il y a eu de la paraphrase. Donc, sur ce que va sortir ChatGPT, il y a un paramètre en fait qui est pas affiché, qui s'appelle en fait la température. Et ce réglage, en fait, on ne sait pas du tout quelle est sa valeur, parce qu'elle va vraiment influer sur si le contenu qui va être généré va être exactement très déterministe. Par exemple, là, j'ai mis SEO et en fait, il me sort un contenu qui correspond à SEO pour optimiser le référencement naturel. Et si en fait j'avais une température qui était à 0, l'outil, à chaque fois, il me donnerait exactement cette même phrase. Et là, si en fait je le mets à 1, ça c'est ce qui peut être fait avec le Playground et avec l'API. Là, par contre, je vais avoir des contenus qui sont complètement différents. Il y a aussi la pénalité, la fréquence pénalité, c'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de ne pas répéter des phrases qu'il a déjà dit et pas des mots qui sont déjà présents en fait en masse dans le contenu de ce que je lui donne à l'origine. Et il va me sortir carrément du contenu qui va être diversifié. Mais ça veut dire que ChatGPT, comme on ne sait pas
quel est le degré de température qu'ils ont mis. À mon avis, il doit être plus vers le 0,5, plus vers le 0 que vers le 1, pour pouvoir donner des informations, on va dire, parce qu'on leur a reproché qu'à un moment donné, sortait du contenu, c'était du n'importe quoi. Donc là, d'avoir des réponses beaucoup plus précises, mais parfois, donc vraiment, avec, par rapport à la diapositive précédente, avec à peu près le même sens de la paraphrase. Donc, statistiquement, plus vous allez être à générer le même contenu avec le même prompt, et plus, à un moment donné, vous allez avoir à peu près les mêmes sorties, et en tout cas, le sens de ce que vous voulez sortir, même si ça va être pas exactement les mêmes mots, à peu près le même sens. Donc, potentiellement, sur le paraphrasing, ça pourrait être détecté par des outils. Ouais. Peut-être pour rebondir hein, sur ce que tu dis, Laurent, d'un point de vue pur SEO, quand on parle de duplicate content, on pense souvent aux anciens algos hein, de duplicate content en mode, OK, j'ai 5 mots dans une phrase qui suivent et qui sont les mêmes que dans un autre texte. Et si trop souvent, j'ai plein d'expressions en fait qui sont dupliquées d'un texte à l'autre, il y a un risque d'un point de vue SEO. Google n'aime pas le contenu dupliqué. Il faut se mettre à la place de Google. Hein. Quand vous tapez un mot-clé dans Google, s'il vous montre 5 fois le même, enfin 5 URL, mais qui propose le même texte, il n'y a aucun intérêt pour l'internaute. Là, c'est sûr qu'avec l'arrivée de GPT, et pour rebondir sur ce que dit Laurent, c'est pas, GPT de base, alors si vous mettez une température à 0, qui est son degré de créativité, oui, là, vous allez avoir du duplicat. Si vous mettez, comme montre Laurent, une température à 1, là, vous allez avoir des contenus extrêmement différents. Et par contre, dans ChatGPT, comme dit Laurent, le degré de température a l'air plutôt faible, même si on ne connaît pas la valeur exacte. Et donc, ça ne sera pas du pur duplicate, mais quand même le sens des mots, ce qu'on peut voir un peu, le sens plutôt du texte, quand même très proche. Et on peut se demander à un moment donné, Google, est-ce qu'il ne va pas justement se dire j'ai peut-être intérêt à mettre des contenus beaucoup plus différenciants en première page Google. Donc là, il y a peut-être un peu un minimum, je dirais une évolution de Google à suivre. L'autre aspect, il y a 200 millions d'utilisateurs actifs sur ChatGPT. C'est ça aussi. Hein. C'est que potentiellement, vous, si vous mettez rédige un article sur le SEO et qu'il y ait déjà 10 000 personnes qui ont fait la même chose et publié ces contenus-là, le risque, il est là aussi, quoi. Clairement. Ouais. Alors, ensuite, on avait une question. Alors, c'est un peu la question à 100 millions d'euros. Est-ce que utiliser l'IA veut dire qu'il n'y a plus d'intérêt à travailler avec des rédacteurs? Alors, en plus, là, en ce moment, il y a pas mal d'études, notamment, il y a une étude d'Accenture et d'OpenAI aussi, sur les impacts de l'IA générative sur les métiers. Donc, est-ce que tous nos métiers, notamment les métiers de rédacteurs, vont être impactés? Oui. Il y a une grande partie des métiers qui vont être impactés et le métier de rédacteur va être impacté également. Est-ce que le rédacteur va être remplacé? Ça, c'est dur à dire, mais en tout cas, avec les données qu'on a aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à dire tout de suite maintenant, non, il faut absolument garder vos rédacteurs. Pourquoi? Là, je vous prends l'exemple, je vous montre un exemple à gauche de Decathlon qui produit des super contenus, conseils. Et là, on peut le voir hein, à gauche. Voilà, il y a un ton de voix. C'est des contenus qui sont rédigés par des experts. C'est des contenus qui performent à 2000% en SEO, donc c'est vraiment top. Et pourquoi? Parce que ces contenus, déjà, le but, c'est que ces contenus soient meilleurs que les concurrents SEO, hein, positionnés sur les mots-clés, mais c'est des contenus qui délivrent une super expérience utilisateur avec de la valeur ajoutée, de la profondeur de l'information, de l'expertise, de la différenciation et le ton de voix de Decathlon. Donc, est-ce que avec ChatGPT, vous arrivez à produire un contenu comme ça de base, juste en mettant rédige un article pour reprendre le sport? Non, clairement. Est-ce que c'est possible avec GPT, notamment avec l'utilisation d'API, etc., de s'en rapprocher? Peut-être un peu, mais dans tous les cas, le rédacteur ajoutera clairement de la qualité. Pour moi, le rédacteur, il est un peu comme un pilote dans un avion où l'IA va lui permettre de lui donner des idées, va lui permettre aussi de gagner du temps, mais clairement, à la fin, qui est le juge de paix pour dire ce contenu est super quali, clairement, c'est le rédacteur.
En parallèle, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, faites attention à ce qu'on appelle l'hallucination. L'hallucination, c'est quoi? C'est quand vous demandez, par exemple, à ChatGPT, si vous lui demandez qui est le président en France actuel, si ChatGPT vous répond Donald Trump, il y a un problème. C'est une hallucination. Il faut savoir que c'est possible. Donc, faites attention. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT qu'est-ce que Google Bard, il n'a pas les données de base dans son dataset, puisque son dataset va jusqu'à 2021, et donc il va halluciner. Bon, par contre, petite anecdote, les humains aussi parfois peuvent halluciner. Ce qui est important du coup, de manière générale, c'est de faire du fact-checking. Comme vous pouvez le voir à droite, on a une petite photographie du New York Times où le journaliste s'est loupé entre Google et Twitter. Donc, le fact-checking, bien vérifier la profondeur de l'information, la vérité de l'information, très important. Et donc, c'est quoi pour moi le sweet spot? Aujourd'hui, il y a un premier sweet spot qui est de dire, tiens, pour faire des contenus performants en SEO, qui captent du trafic, eh bien, il faut des rédacteurs de qualité avec de la donnée SEO. Ça, c'est ultra important de l'avoir en tête. Je vous rappelle que seulement 9% des pages web captent du trafic SEO et se positionnent sur Google. C'est-à-dire que vous avez intérêt vraiment à mettre les moyens et avoir de la donnée SEO pour viser ce 9% grâce à vos rédacteurs. Par contre, clairement, en utilisant de l'IA, pour le rédacteur, nous on le voit dans CMJ, on propose plusieurs fonctionnalités d'AI-Writing. Ça permet quand même d'éviter le syndrome de la page blanche et d'utiliser l'IA pour gagner du temps, gagner en idéation. Et donc, du coup, en tant que rédacteur, potentiellement, grâce à l'IA, je vais pouvoir ping-ponger avec l'IA pour obtenir des nouvelles idées et avancer plus vite. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le sweet spot. Alors ensuite, Laurent, on a une question sur comment on détecte contenu humain, contenu IA. Déjà pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est par rapport aux rédacteurs, c'est moi tous les gens que je forme, ils vont pas utiliser 100% de l'IA. En fait, ça va leur permettre de sortir donc des idées, et c'est eux en fait qui vont toujours trancher de savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans. Ça va leur donner des orientations. Écrire du contenu pour les choses qui sont moins importantes et sur lesquelles on peut faire de la masse, on s'en fout. Mais par contre, tout ce qui est les pages, de pages de vente, etc., il faut qu'il y ait un rédacteur absolument qui soit présent. Donc, pour moi, on va passer au rédacteur augmenté. C'est pas en fait l'IA qui va tout remplacer, c'est justement en fait la combinaison des deux. Donc, du coup, on va passer à la question qui est comment différencier le contenu qui a été fait par un humain avec un contenu qui a été fait par une IA. Et après, on me demandait si l'IA devient plus douée que moi en SEO, est-ce possible de prétendre que le rendu a été rédigé par moi-même? Oui, parce que, comme on vient de dire, si vous l'avez orienté à un moment donné pour pouvoir prendre certaines décisions, pour écrire ou structurer en fait votre contenu, vous avez une action qui est faite dessus. Alors, pour pouvoir détecter si le contenu a été fait par une IA ou pas, il existe des outils. Alors, il y a OpenAI qui a créé même le sien. Il faut savoir qu'ils ont même fait le test de mettre des marqueurs dans les contenus qui sont générés pour pouvoir essayer de les récupérer derrière. Et même avec leur outil, aujourd'hui, ça ne donne pas des super résultats. Je ne me rappelle plus quel est le pourcentage, mais vraiment moins de 50% de C'était une vingtaine de pourcents, je crois. Vingtaine de pourcents, oui. Vingtaine de pourcents, ce qui n'est pas énorme. Et pourtant, on a le constructeur de l'outil qui a vraiment tous les outils pour pouvoir derrière traiter et on va dire savoir comment détecter l'IA. Donc, je parlais de Draft and Goal qui a été aussi fait par Vincent Terrassi, qui est français et qui est très bon dans notre domaine, qui a fait donc un outil qui permet de tester. Il y a Originality AI, je vais y revenir. GPT-0, c'était un des premiers qui a sorti ce genre d'outil. Et Copilix, comme on a vu tout à l'heure, et que je trouve que c'est un outil intéressant parce que ça peut mettre en exergue des paraphrasages, etc. Mais pour de la détection, voilà ce qui a été testé, donc avec Originality AI. Un texte de la Bible qui a été collé dans le champ, et en fait, on voit que le score a été 99% AI.
Et pourquoi, en fait, c'est détecté à 99%, c'est que souvent, ces outils, ils vont se baser sur la même chose, donc les mêmes outils pour la prédiction de la génération, pour pouvoir analyser ces contenus. Mais si, en fait, dans notre base de connaissances, on a mis un texte textuellement, et que derrière, on analyse le texte, c'est comme si moi, je vous demande de réciter un poème, vous allez me dire le poème, c'est exactement ce que je vous ai demandé, et je vais vous dire, bah, en fait, vous êtes un bot, parce que le contenu, il ne correspond à 100% à ce que moi, j'ai comme empreinte dans ma base de connaissances. Mais en réalité, non. Donc, alors, virez pas vous de rédacteur pour ça. C'est pas parce que en fait, un outil vous dit que c'est de l'AI que ça en est. C'est pas du tout fiable aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc, faites bien attention lorsque vous utilisez ce genre d'outils. Et c'est les mêmes choses que tu as dit tout à l'heure. C'est en fait, est-ce que déjà le contenu a du sens? Est-ce que les mots-clés y sont? C'est plus sur cette qualité-là que vous devez vous faire attention plutôt que d'utiliser des AI, enfin, des outils juste pour pouvoir détecter ça, quoi. Juste pour rebondir, il y a pas mal en effet, de faux positifs sur ces outils, donc soyez très vigilants. Par exemple, il y a des retours sur Internet. En gros, l'étudiant, il a fait un mémoire, le professeur lui a dit non, j'accepte pas ton mémoire parce que l'outil a dit que c'était de l'IA, alors que non. Et ça, il y en a plein des cas comme ça. Pareil pour les rédacteurs. Donc voilà, ces outils aujourd'hui, niveau fiabilité, bah, pas fou, quoi. Franchement. Oui, c'est surtout en fait la structuration. En réalité, ces AI, elles se basent par rapport à la structuration que nous on fait en tant qu'humains. Et lorsque on fait par exemple une disserte, on fait élément par élément, rubrique par rubrique, et en fait, dans les prédictions de ces outils-là, ils vont essayer de faire de copier, de faire pareil. Donc forcément, à un moment donné, on va avoir du matching. Et là, comment on fait pour pouvoir sortir de ça, cette reconnaissance? C'est qu'en fait, il y a des petits footprints qui sont un petit peu distillés un peu partout, surtout sur les IA et surtout sur la traduction. Alors moi, à la base, lorsque c'était GPT-3 en direct, on était obligé de passer par DeepL, en tout cas moi sur l'outil que j'utilisais, c'était Jarvis à l'époque, il utilisait DeepL pour pouvoir traduire, mais on s'aperçoit que même ces outils donc, qui sont capables maintenant de parler dans n'importe quelle langue, de GPT-4, il y a des petits footprints qui apparaissent, et ces outils-là dont je viens de parler précédemment, il y en a peut-être certains, ou en tout cas, il y en a qui ne sont pas dans la liste et que j'ai pu tester, et qui me disaient, bon, bah, en fait, là, dans ce texte que vous voyez à gauche, je vois qu'il y a il est important qui sort souvent. Et ça, c'est souvent des phrases qui sont répétées par l'AI. Et ça, juste en modifiant votre prompt, en disant, bon, ben, en fait, je vais faire mon prompt et puis je vais exclure certaines phrases, par exemple, il est important. Et du coup, vous repassez dans ces outils de détection et vous allez gagner 30% d'humanité. C'est complètement débile, mais en réalité, c'est ça. Mais en gros, lorsque vous avez du contenu qui est généré, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait encore des rédacteurs, c'est qu'ils vont pouvoir passer derrière pour pouvoir. Ils ont une ligne directrice, mais ils vont pouvoir améliorer la partie rédaction avec ce qu'eux, ils voudraient rajouter derrière. Et ça, là, ça passe toutes les détections du monde. Ok, ensuite on avait une question. Si ChatGPT n'est pas connecté à Internet, comment peut-il utiliser des mots-clés SEO et au final, comment s'y prendre pour faire un cocon sémantique? Alors, en effet, ce qui est important d'avoir en tête, c'est en tout cas dans la version actuelle de ChatGPT, ChatGPT n'est pas connecté à des outils type AdWords, SEMrush, Ahrefs ou SEMJ sur la recherche de mots-clés. Donc, techniquement, ChatGPT n'a pas ces données-là. D'accord? Il faut l'avoir en tête. Et c'est toujours le problème, de toute façon, avec ChatGPT, c'est que quand il rédige quelque chose, il est très persuasif. Donc, c'est ce qu'on appelle un bullshitter persuasif, c'est-à-dire on y croit vraiment à ce qu'il dit, mais par contre, parfois, il bullshit. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc là, je vous ai mis un petit prompt qui dit liste un topic cluster, qui est la version entre guillemets anglaise du cocon sémantique, à 2 niveaux de mots-clés sur SEO et dans un tableau. Donc ça, c'est assez intéressant de l'avoir en tête, si vous pouvez former des tableaux du coup avec GPT. Et là, je lui demande 3 colonnes, catégorie, mots-clés, volume de recherche. Donc, ce qui est plutôt chouette, là, on peut voir ici, c'est que
quand je veux me faire une première idée d'une grande thématique et d'un cocon sémantique, eh bien, juste en lui donnant le mot-clé SEO, tout de suite, je comprends, grâce à ChatGPT, que, ah, ok, j'ai un grand axe autour de la stratégie SEO, un autre axe autour du contenu, un axe autour du technical, un axe tout en bas autour du netlinking. Ça, c'est plutôt intéressant parce que dans des outils classiques de recherche de mots-clés, je ne vais peut-être pas retrouver ces axes de contenu très rapidement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, et ça, donc faites très attention, hein, les mots-clés qui sont affichés, les volumes de recherche qui sont affichés par ChatGPT, pour avoir fait plein de tests, eh bien, voilà, c'est souvent, voilà, c'est du bullshit pour une grande partie. Alors, les volumes de recherche, ils sont quasiment tous faux. Les mots-clés, il y en a qui existent et il y en a d'autres où ils les inventent. Donc, soyez très critiques. Par contre, d'un point de vue, je dirais, éditorial et comprendre qu'est-ce qui intéresse l'audience, potentiellement, ça peut vous donner des idées. Hein, parce que là, bah voilà, par exemple, là, on voit qu'il y a la notion de netlinking. Bah, SEO, netlinking, oui, ça fait du sens. Donc, ce qui va être intéressant, du coup, pour dans votre recherche de mots-clés ou votre besoin de créer un cocon sémantique, c'est potentiellement de coupler à la fois, bah, je dirais, les avantages de ChatGPT et les avantages d'outils de recherche de mots-clés SEO. Donc, ça peut être des outils comme SEMJ, où là, l'avantage, on est directement sur des idées de contenu. Ça peut être également avec SEMrush, avec Ahref. Donc là, par exemple, dans SEMJ, ce que je fais, c'est que vu que ChatGPT m'a donné plein d'idées pour former mon cocon sémantique sur le SEO, et bien là, je vais pouvoir rajouter des listes d'idées de contenu sur le netlinking, les balises SEO, le content marketing, etc., etc. Et donc là, je vais pouvoir me faire un cocon sémantique qui est bien complet sur le SEO. Et donc là, par exemple, juste sur la partie, la branche du cocon sémantique qui est la partie netlinking, et bien là, voilà, en 2.2, j'ai mes 10, 15, 20 articles sur le netlinking à créer que je vais pousser dans mon planning. Et après, je vais pouvoir répéter ça sur les autres branches du cocon sémantique, donc par exemple sur la partie contenu. Donc plutôt intéressant. Ah. À toi, Laurent. Ouais, donc c'était une question qui avait été posée. Est-ce que OpenAI peut garder en mémoire les informations qu'on lui transmet sur un thème précis? Donc je vais répondre rapidement oui et non. Par exemple, je lui transmets des informations techniques ou scientifiques sur un produit. Alors là, donc j'ai fait un petit test que je vous montre. Donc je vais lui donner une info et je vais voir si elle a retenu déjà entre 2 sessions de chat. Et là, je lui dis, donc je suis Laurent Jean, moi j'aime bien faire de la guitare, donc j'ai une guitare RG 350 DX. Là, il arrive à me sortir un contenu par rapport à ça, il arrive à me sortir la marque, etc. Par contre, si je lui redemande dans une autre session, et en lui précisant, parce qu'on peut faire ça en fait avec ChatGPT, lui donner des instructions, et c'est comme ça qu'on crée des meilleurs prompts. Là, je lui dis, tu es mon assistant et tu peux te connecter à ma session de ChatGPT. Je suis Laurent Jean, et quel est mon modèle de guitare? Donc, si en fait, il avait enregistré cette information dans ma première session, il aurait pu me la ressortir. Et là, en fait, il me dit que non, il n'a pas la capacité de se connecter à mes infos, voilà, et que du coup, il ne peut pas me le donner. Et même plus loin, si on va un petit peu plus loin, il y a une... lorsque le texte est généré par ChatGPT, en réalité, il a lui aussi une limitation de se rappeler même dans une session qui est de, je me rappelle plus, comme de tokens C. En fait, les tokens, ce sont des mots ou des syllabes. Et à un moment donné, vous allez lui parler et il va oublier par rapport à la conversation tout ce qu'il avait dit au premier contenu qu'il vous a donné. Donc, l'astuce dans ChatGPT, c'est de lui répéter assez souvent qu'est-ce que vous attendez de lui et lui redonner des informations régulièrement. Alors, de pourquoi en fait j'ai dit qu'il peut ne pas se rappeler, là on voit qu'il ne se rappelle pas, et parfois il peut se rappeler. C'est c'est une nouvelle option qu'il y a maintenant dans ChatGPT. Vous pouvez lui dire de ne pas enregistrer vos conversations et de ne pas s'en servir pour pouvoir s'entraîner
pour les prochaines conversations. Alors, c'est à double tranchant parce que si vous refusez qu'il utilise vos données pour réentraîner sa base, vous n'aurez plus l'historique. Mais ce qui est arrivé, par exemple, à Samsung, c'est qu'il y a une fuite de données. C'est qu'en fait, il y a des ingénieurs chez Samsung qui ont utilisé ChatGPT pour pouvoir écrire des contenus sur les spécifications techniques d'un produit et d'un processeur qui devait sortir. Et finalement, il y a eu à un moment donné un bug avec les conversations où il y avait des personnes qui ont pu voir d'autres conversations. Et ces informations-là, elles ont leaké. C'est-à-dire donc, le conseil, en fait, c'est lorsque vous utilisez ChatGPT, n'utilisez jamais de données sensibles et ni de données personnelles, parce que là, vous aurez aussi un problème avec la RGPD, et c'est là, en fait, où l'Europe les embête un petit peu, et ils ont raison, en réalité, parce que s'ils s'entraînent avec des données que vous allez leur mettre dedans, par exemple, vous prenez une base client, et du coup, vous lui demandez de faire des analyses dessus, nominativement, vous avez des informations qui peuvent être réutilisées pour être entraînées. Voilà, donc évitez. Donc là, je repasse à la prochaine slide. On nous avait demandé quels étaient les plugins qu'on conseillait pour utiliser avec GPT, donc plutôt ChatGPT. Là, moi, je vous en présente deux qui peuvent être utilisés donc avec Chrome et qui vont bien s'insérer après dans ChatGPT. C'est WebChatGPT. Alors, parce que le problème de ChatGPT, pour faire simple, l'utilisation dans la génération, c'est lorsque vous lui donnez un prompt, c'est ce qu'ils appellent le few short learning. En gros, il va se baser que sur l'information que vous lui donnez pour pouvoir imaginer des choses. Soit il a l'information de sa base de connaissances, soit il va l'inventer. C'était le cas tout à l'heure par rapport au volume de recherche. Là, si par exemple, je lui demande de rechercher spécifiquement quelque chose, là, par exemple, j'ai cherché SpaceX et le lancement de Starship en 2023, sachant que ChatGPT, lui, il est limité dans sa base de connaissances en 2021. Si je lui demandais cette information-là sur ce sujet-là, il n'aurait pas été capable de me sortir quelque chose de très cohérent. Là, par contre, il va aller directement chercher des informations sur Google, mais par contre, il ne va pas aller dans les contenus. Il faut bien avoir ça en tête. C'est juste l'excerpt des résumés qu'il y a dans Google. Mais par contre, ce qu'il peut très bien faire, c'est à partir de ça, me sortir un résumé qui est de synthèse qui va avoir des informations qui vont être beaucoup plus précises et qui vont même me donner des sources. Par rapport à tout à l'heure, où j'ai montré ma tarte aux pommes, que je ne savais pas d'où venaient les ingrédients, ben là, en passant par cette phase-là, il est capable de me dire quelles sont les sources, et à partir de ces informations-là, il va me tricoter un texte qui va être beaucoup plus précis. Alors, il y a un autre outil j'ai vu passer tout à l'heure dans le chat, ça s'appelle AIPRM, et ça, en fait, pour apprendre comment fonctionne la création de prompts, c'est très bien. Alors, dedans, il y a de tout. Il y a des choses qui sont très bien, que si vous avez un abonnement à IPRM payant pro, ils ont fait une sélection de prompts qui fonctionnent, et il y en a plein d'autres qui sont complètement inventés donc, par les utilisateurs, puisque c'est qu'ils ont fourni, et qui peuvent être complètement à côté de la plaque. Par exemple, je vous montre celui que, si je clique sur Topic, je choisis SEO, il me demande donc, là on voit, quel est l'URL du concurrent. Sauf que il y a 2 secondes, je vous expliquais que ChatGPT, lui, en direct, il n'est pas connecté à Internet. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que, hop, alors, je me permets de rebondir, Laurent, parce que j'ai vu passer ce matin, c'est tout récent, il y a des premiers accès de modèles de ChatGPT avec l'option browsing. Ouais, a priori, ça ne marche pas encore super bien sur en alpha. Ouais, je voulais en parler, je vais en parler après. Voilà, la version qu'on a tous pour le moment, ça ne va pas sur Internet. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, en fait, j'ai fait le test, j'ai pris l'URL, donc j'ai cherché voiture électrique, et je suis allé dans Google, et le premier résultat, c'était celui-là, donc je lui colle l'URL. Et qu'est-ce qu'il fait? En réalité, il m'a tricoté
du contenu avec les mots-clés qui sont dedans. Là, je vois que dans ma table des matières, Renault, Tesla, Nissan, vraiment, en fait, toutes les marques. Donc, c'est très bien parce que, par contre, ça permet, en fait, tout à l'heure, lorsqu'on parlait du contenu unique, d'avoir des prompts qui vont être un petit peu plus diversifiés parce que là, en réalité, on rajoute d'autres mots-clés par rapport à notre requête et ça lui permet d'avoir d'autres angles. C'est bien parce que, une petite astuce, c'est que une fois qu'il a généré, vous retournez vous créez une nouvelle session de chat et vous retournez sur un edit de ce que vous avez sorti. Et là, il va vous donner le prompt en réalité qui a été posé. Et là, on voit que le prompt, il est hyper long. Et il y a des choses, il y a à boire et à manger dedans. Il y a des choses qui peuvent être, qui peuvent être très bien. Mais donc, il faut faire très attention, en fait, par rapport à. C'est pas un outil complètement magique. OK, vous avez des prompts, mais il n'y a pas tout qui marche. Voilà. Oui, la grosse limite là, c'est, moi je me rappelle la première fois où j'ai vu ce template Outrank article d'AIPRM, tu te dis, waouh, c'est magique, je donne l'URL de mon concurrent, on va faire mieux que le concurrent. Mais en fait, c'est du fake. C'est-à-dire, il va pas ouvrir l'URL du concurrent. Mais par contre, ce qui est intéressant, en effet, c'est juste à partir de l'URL, il arrive quand même à comprendre la thématique, etc., potentiellement. Alors, ça dépend du format de l'URL. Oui, mais voilà, méfiez-vous des prompts. Hein. C'est ça, pas pousser le bouton. Là, tout à l'heure, on a vu qu'on a injecté des mots-clés avant de faire le truc. Et là, en fait, en réalité, vous pouvez créer votre prompt et vous allez faire la même chose que ce qui est demandé là. Et vous allez d'abord injecter les mots-clés. Et là, par contre, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus carré. Voilà. Donc, après, si tu étais en train d'en parler, en fait, c'est ChatGPT, enfin, OpenAI, eux aussi travaillent sur des solutions. Ils sont en train de mettre en place un store de plugins qui vont être directement intégrés dans ChatGPT. Vous n'aurez pas besoin d'une extension. Là, les premiers tests qu'ils ont fait, par exemple, si je veux parler de voyage, je vais lui demander en fait des informations sur une destination et je vais sélectionner sur quelle source il doit aller se connecter. Là, par exemple, Expedia. Et il me sortirait donc en fait les informations qui sont extraits d'Expedia avant de me sortir des choses qui me mettraient en direct de ChatGPT par rapport à sa base de connaissances. Ça, c'est juste la première ouverture, on va dire, de ce qu'il va y avoir dans le futur. Il va y avoir de plus en plus de plugins qui vont venir. Tu viens de dire la nouvelle version dans ChatGPT qui permet d'aller aussi récupérer des informations directement dans Google sans passer par mon plugin Web ChatGPT. Mais c'est vers là que l'on va avec ces plugins-là. Et en tout cas, l'enrichissement de ChatGPT directement natif. Et ce qui est intéressant d'ailleurs d'un point de vue pur SEO, hein, c'est que là, on a OpenAI qui est en train de positionner ChatGPT comme une plateforme véritablement pour naviguer et interagir avec Internet. C'est vrai que ça peut poser des questions sur la place. D'un côté, j'ai des besoins et je vais utiliser un moteur de recherche versus j'ai d'autres besoins et potentiellement ce type d'outil avec ce type de plugin peut répondre à mon besoin. Donc, c'est vrai que ça peut poser des questions aussi sur comment vont évoluer nos usages d'Internet et la place du SEO dans tous ces sujets. Ah, complètement. Moi, je voulais vous parler d'un autre plugin, là plutôt côté Google Sheet, qui est vraiment une extension que je vous recommande. Hein. C'est une extension Google Sheet que vous pouvez télécharger gratuitement, qui s'appelle GPT for Sheets. Donc, ça a le mérite d'être simple et qui va vous permettre d'utiliser directement dans vos tableaux Google Sheet GPT. Et ça, c'est extrêmement puissant en attendant que Microsoft et Google les aient intégrés nativement, je dirais. Et là, pour vous montrer un petit cas d'usage, je suis parti du principe où, admettons, je suis responsable SEO dans le tourisme et j'étudie mes mots-clés et je cherche des mots-clés qui vont vraiment générer à la fois du trafic et du business pour vendre des voyages en Italie. Et là, ce que j'ai fait, c'est j'ai extrait depuis SEMrush, Ahrefs, SEMJ, des mots-clés de type question.
et je me pose la question, mais lesquels j'ai intérêt de bien travailler, hein, j'en ai 10 000, lesquels j'ai intérêt de travailler qui ont un potentiel de générer des achats. Et là, vous pouvez voir dans Google Sheet, j'ai automatiquement, grâce à GPT, un retour sur la probabilité d'achat, alors selon GPT, hein, bien entendu, sur la probabilité d'achat d'un voyage. Et donc là, ça m'aide à gagner un temps de dingue, parce qu'imaginez, hein, sur 10 000 mots-clés, ça peut aller loin. Et donc, j'ai mis tout simplement, vous voyez dans la formule, j'appelle GPT avec voilà, tout simplement une petite formule. Et là, je mets juste question de l'internaute, ma cellule, et quelle est la probabilité de l'internaute d'avoir envie d'acheter un voyage quand il se pose cette question. Donc ça, c'est un exemple de cas d'usage. Il y en a plein d'autres, hein, pour vos audits SEO, pour des briefs, etc. Ça peut aller très loin. Donc vraiment très efficace, je vous recommande. Ensuite, on avait une question sur quelles sont les meilleures pratiques pour optimiser le contenu grâce à l'IA. Alors, c'est vrai qu'en début de webinaire, j'avais partagé déjà cette notion de mots-clés. Ça peut être un sujet. Mais déjà, j'aimerais vous mettre que vous soyez très attentif à un sujet. Rapidement, on est tous très impressionnés par un chat GPT, notamment le 3.5, qui rédige à une vitesse qui est juste dingue, notamment avec ChatGPT+. Et vite, là, on se dit, waouh, mais attends, en 10 secondes, j'arrive à produire un contenu. Vas-y, je vais le publier sur Internet. Sur mon site web. Vous pouvez, hein, vous pouvez. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y en a plein d'autres qui ont eu la même idée que vous et qui ont aussi publié ces mêmes contenus-là. Donc là, on ne va pas relancer le débat justement du paraphrasing et du contenu unique et du contenu à valeur ajoutée. Par contre, il y a un point important, hein, c'est que même en utilisant les plugins type AIPRM, et là, je vois sur LinkedIn plein de consultants qui disent AIPRM, c'est génial, hein, ce qu'on montrait tout à l'heure avec Laurent, ça vous fait des contenus optimisés SEO, etc. Mais non, en fait, ça ne vous fait pas des contenus optimisés SEO parce qu'ils n'ont pas de données SEO, ces outils-là. Donc, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, là, pour vous montrer un exemple, hein, avec AIPRM, je demande à rédiger un article sur le SEO. Bon, le content score est extrêmement faible, hein, 35. Et donc, un content score de 35, alors on l'a même pas dans ce graphique, parce que c'est rare, en fait, d'avoir des content scores à 35. C'est-à-dire que c'est vraiment très peu optimisé d'un point de vue SEO. Et donc, pour rappel, le content score de SEMJ, nous, on vous recommande plus de 75. Et même si vous arrivez à 90, c'est là où vous avez le plus de performance, puisque là, on peut le voir, hein, c'est une grande analyse qu'on avait fait sur plus de 20 000 contenus produits par nos clients. Et donc, plus le content score est élevé, mieux c'est. Bon, 35, c'est vraiment cata. Alors après, je ne dis pas, hein, éventuellement, sur un mot-clé où il y a zéro concurrence, peut-être. Après, en plus, est-ce qu'il est quali pour l'audience? À voir. Puisque s'il n'y a pas de contenu sur le mot-clé de longue traîne, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas ce contenu dans ChatGPT non plus dans sa base d'entraînement. Donc voilà, soyez très vigilants à ce niveau-là. La magie a ses limites quand même. Et donc après, pour répondre à la question, mais comment je fais pour créer un contenu avec de l'IA qui est optimisé SEO? Donc IA ou pas IA, je vais rappeler les bases, hein. Il y a 4 étapes basiques pour rédiger un contenu. Bien entendu, il faut choisir un mot-clé, ça c'est la base. C'est ensuite, en tant que rédacteur ou alors en tant que SEO, si je fais un brief SEO pour mon rédacteur, je vais analyser la SERP pour comprendre c'est quoi les intentions de l'utilisateur et les intentions privilégiées par Google. C'est quoi aussi les angles de contenu que Google va privilégier. Je vais analyser chaque contenu du coup qui se positionne sur cette SERP pour comprendre les forces et les faiblesses de chaque contenu concurrent. Je vais analyser également qu'est-ce qui intéresse l'audience, c'est quoi les questions que se posent les internautes sur ce mot-clé, c'est quoi les mots-clés qu'ils recherchent. Et ensuite, on va rédiger tout simplement un contenu qui est de meilleure qualité que les concurrents, mais qui est adapté à la SERP et aux intentions des internautes. Ça, c'est vraiment la clé de tout, hein. Analyser les besoins de l'audience, analyser l'espace concurrentiel pour faire un contenu qui est meilleur. Donc ça, c'est vraiment très important. Est-ce que ChatGPT a toutes ces données-là aujourd'hui? Non, de base, pas du tout. Donc, utiliser ChatGPT pour vous faire gagner du temps, oui,
Par contre, la donnée SEO, aujourd'hui, elle n'est pas dans ChatGPT, sauf si vous allez mettre la donnée SEO vous-même manuellement. Et là, ça peut devenir intéressant également. Par contre, ça peut prendre du temps. Je profite du coup de cette question aussi pour montrer tout le processus. Ça me permet aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de clients qui sont là dans ce webinaire, d'annoncer aussi ce qu'on vous prépare en termes de nouvelles fonctionnalités d'Hive Writing dans SEMJ, qui sont vraiment des nouvelles fonctionnalités qui vont être vraiment top, puisque pour ceux qui ne connaissent pas SEMJ, il y a déjà des fonctionnalités qui permettent de rédiger et de gagner du temps grâce à l'IA. Et là, on prépare une nouvelle version qui est vraiment top. Donc, sachez que du coup, dans les nouvelles fonctionnalités, dans la génération de titres, eh bien là, comme on peut le voir sur ce screenshot, eh bien, il y aura une analyse directement de la SERP pour le rédacteur. C'est-à-dire que là, j'ai rentré, je suis rédacteur, j'ai ma page blanche, j'ai rentré le mot-clé bonus-malus 2023. Je ne sais pas exactement de quoi je vais parler sur le bonus-malus 2023. Et là, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, l'intelligence artificielle me résume ce que Google privilégie comme angle de contenu sur la SERP. Donc là, tout de suite, j'apprends des choses intéressantes. Et donc, les titres qui sont proposés sont des titres qui sont adaptés à ce que Google va pousser en termes d'angle de contenu sur sa SERP. Donc ça, c'est très important, à toujours analyser la SERP pour comprendre l'angle du contenu qui est privilégié. Ensuite, ce qu'on va faire évoluer également, c'est la génération du plan. Aujourd'hui, la génération du plan, ça va demander plusieurs clics, etc. Ça ne va pas forcément être dans un ordre. Il va falloir retravailler l'ordre aujourd'hui. Alors que là, dans la nouvelle version qui arrivera prochainement, eh bien, on vous générera directement tout un plan de A à Z, intéressant pour l'audience et également optimisé SEO, puisqu'il se basera également sur les intentions de recherche et les questions de SEMJ. Bien entendu, si ce plan ne correspond pas exactement à ce que vous voulez, vous pouvez le régénérer, vous pouvez l'éditer. Et donc là, le gain de temps, il est énorme. Là, l'avantage, c'est vraiment que ce plan se base aussi sur ce que recherchent les internautes sur le web. Et donc, ça répond aux besoins de l'audience. Et puis, autre point, dans les améliorations qu'on va apporter, admettons, j'ai rédigé du coup le début de mon article. Là, je m'attaque au paragraphe sur le barème du bonus-malus écologique en 2023. Problème, l'intelligence artificielle, ChatGPT n'a pas ces infos, puisque ça s'arrête, comme on disait, à 2021. Et bien là, quand vous allez demander à l'IA de vous proposer un paragraphe, SEMJ va lancer une recherche automatiquement pour se renseigner sur le barème bonus-malus écologique 2023 et du coup va proposer un paragraphe avec de la donnée fraîche à ce niveau-là. Et en plus, va optimiser ce paragraphe avec les termes associés proposés de SEMJ. Donc là, grâce à l'IA de SEMJ, vous allez avoir directement un paragraphe qui se base sur des données réelles et également qui est optimisé SEO. Voilà, donc ça, c'était notamment pour nos clients qui sont présents à ce webinaire pour vous montrer ce qu'on vous prépare sur le futur. Vous l'avez vu également, il y a une nouvelle interface qui est super fluide dans ces screenshots. Et bien entendu, ça va être majoritairement basé sur GPT-4 pour vraiment utiliser toute la puissance à ce niveau-là. Voilà. Laurent, peut-être, si on devait conclure, ça serait quoi le mot de la fin? Alors moi, j'avais dit, n'ayez pas peur de l'IA, devenez un rédacteur augmenté. Et maintenant, en fait, pour les SEO, ça va être la même chose. Il ne faut pas avoir peur de ces outils-là. Il faut se les approprier, comprendre comment ils marchent, quelles sont les limites et utiliser en fait les outils qu'ils ont fait. Je l'ai dit tout à l'heure parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question dans le chat. Utiliser les outils qui sont faits pour ça, par exemple pour l'analyse de mots-clés, etc. Et utiliser ChatGPT, GPT-4, etc. pour pouvoir faire la rédaction. À partir des bonnes données, on peut créer du très bon contenu. Mais le rédacteur, c'est lui qui va, comme tu viens de montrer, tu as des plans qui sont faits. Et après, le rédacteur qui, lui, va venir avec son œil et sa problématique, la manière dont il crée ses contenus d'habitude, qui va pouvoir bien remodeler comme il faut. Donc, mais en tout cas, on va vers ça. Clairement. Pour compléter là-dessus, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est voyez l'IA comme un outil, en effet, comme un assistant, en fait, qui est là pour vous aider. Et qui, par contre, il ne va pas faire tout le travail à votre place, ce n'est pas le but. Par contre, il est là pour vous aider. Idéation, nouvelles idées, gain de temps. Voilà, c'est un formidable assistant. Par contre, si vous voulez vous faire des contenus qui se démarquent, qui sont bien meilleurs, 10 fois meilleurs que les contenus concurrents en SEO,
oui, c'est ultra important d'avoir un rédacteur expert de son sujet qui va s'appuyer sur aussi des données SEO et où l'IA potentiellement va lui faire gagner du temps. Donc, on ne peut que vous recommander cette partie-là. Donc voilà, merci à tous pour votre attention. J'espère que vous aurez appris plein de belles choses pendant ce webinaire. Et je vois que dans l'onglet questions, on a énormément de questions. Donc là, on va vous proposer, c'est vrai que là, le webinaire est un peu plus long que d'habitude parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Pour ceux qui veulent rester, sachez qu'on va prendre là 15 minutes pour répondre à un maximum de questions. Donc le temps que je regarde les différentes questions, n'hésitez pas d'ailleurs à nous rajouter sur Twitter, LinkedIn, à nous donner vos feedbacks sur les réseaux sociaux. On est toujours très preneurs de vos retours. Et maintenant, on vous propose de répondre à vos questions. Alors, on ne peut pas répondre à toutes, hein, donc vous pourrez aussi nous les poser sur les réseaux sociaux. Donc, on a une première question. Y a-t-il un risque pour le référencement de générer des contenus avec une IA, pénalité Google, par exemple? Ça, c'est une question d'Armand. Alors, salut Armand. On avait déjà échangé plusieurs fois. Alors, le risque, alors je me permets de répondre et Laurent, tu vas me compléter, me donner l'avis. On n'aura peut-être pas le même avis. Le risque autour de l'IA, en fait, le sujet à la fin, c'est la qualité du contenu. C'est-à-dire que demain, sur votre site web, si vous publiez 10 000 pages de contenu à faible qualité, vous avez un risque, notamment avec la Helpful Content Update. Hein. Là, vous avez un risque. Pourquoi? Parce que 10 000 contenus de faible qualité, et ben là, Google, ouais, vous avez un gros risque. Le sujet, c'est ces contenus de faible qualité. Est-ce qu'ils ont été faits par des humains, par des par du content spinning, par du texte à trous ou par de l'IA? Et là, on rentre dans le comment. Mais à la fin, le juge de paix, c'est la qualité. C'est-à-dire que l'IA, si vous arrivez à faire des contenus ultra qualitatifs, 100% IA, tant mieux pour vous. Hein, si vous faites un contenu de meilleure qualité qu'un humain avec de l'IA, tant mieux pour vous. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est complexe, on ne va pas se mentir. Donc, à la fin, c'est la qualité qui compte et pas le comment, à mon sens. Et par contre, avec de l'IA, vous avez plus de risques. Hein. Si vous produisez 1000 contenus sans les regarder avec de l'IA, vous avez un risque sur la qualité, ça c'est sûr. Laurent, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah oui, ben là on a soulevé le problème tout à l'heure, c'est que en fait, si tout le monde utilise le même prompt, bah, déjà en fait il va y avoir à peu près les mêmes contenus. Et la plupart de ceux qui se sont fait flinguer aujourd'hui, c'est ceux qui ont récupéré en masse des People Also Ask, donc tous les outils de SEMrush, etc., remontent ces questions. Donc, qu'est-ce qui a été fait? On prend les questions, on les copie, on les colle, on lui demande de générer le contenu, mais les questions, déjà, je pense que c'est un footprint, et en plus, ça va être répondu même de manière différente, mais Google, une fois qu'il en a un qui répond à la question, quel est l'intérêt il en a d'indexer 1000, 10 000? Et après, en réalité, la question, c'est plus de savoir si Google va l'indexer, parce que ça va aller beaucoup plus loin que ça. Est-ce que Google va continuer d'être aussi proéminent, puisque c'est peut-être plus le point de départ lorsque les autres vont commencer à mettre leur chatbot directement dans les outils. Avant, tu allais sur Google pour aller chercher des informations pour te servir d'une fonctionnalité d'Excel. Si Excel directement, il a le truc, il te maquette directement ce que tu veux obtenir, tu vois, tu ne vas plus aller dans le moteur. Et selon où le mode de communication aujourd'hui, c'est plus juste du texte, ça peut être de la vidéo, ça peut être des réseaux sociaux, et tous ces contenus-là, même s'ils sont dupliqués, en réalité, toi, tu vas toujours essayer de t'adresser à ton audience. Et est-ce que le truc, il est SEO ou pas? Pour moi, ça vient au deuxième plan. Est-ce que déjà, tu as la qualité, est-ce que tu as l'accroche, est-ce que ça va transformer? Et après, que Google, là, on sait qu'il va complètement changer. Et là, on a tous rigolé de Bard et de magie. Mais lorsqu'ils vont nous tomber sur la tête avec Palm, qui est beaucoup plus, dont la base de connaissances est beaucoup plus importante, il y a des choses sur lesquelles, des contenus froids sur lesquels on écrit pour se dire, tiens, on écrit la définition de tel truc, on va ranker. Aujourd'hui, c'est le cas. Mais demain, il aura directement sur un centre de recherche, il aura directement cette information, et l'information qu'il va donner, ça sera celui du centre de recherche. Il n'aura même pas besoin de données de source, donc on n'ira même pas sur un site. Et
ceux qui seront mis en avant, c'est un peu ce que commence à faire Bing, c'est de mettre des pubs sur les mots-clés à l'intérieur des articles. Là, ça peut être intéressant de penser à ce truc-là, par contre. Ouais. Donc, pensez qualité. Hein. Alors après, il y a une question sur j'arrive pas à soumettre une longue liste de mots-clés dans ChatGPT parce qu'en effet, dans ChatGPT, vous avez une limite selon le modèle que vous utilisez en termes de longueur. Quelle solution vous avez trouvé pour les tris sur les longues listes? C'est vrai, quand tu as des grandes listes, alors que ce soit des mots-clés ou autre chose, est-ce que toi, tu as des tips là-dessus? Moi, je ne le ferai pas directement dans ChatGPT. Je le ferai sur l'outil, comme je disais, le plus adapté. Je vais faire un tri pour avoir les plus importants. C'est ce qu'on a montré au début avec Href. C'est en fait, tu prends les mots-clés qui sont les plus susceptibles de te rapporter du trafic et là, tu le mets dans une liste. Sinon, en fait, tu peux lui demander en plusieurs fois, tu lui annonces dès le début, voilà, je vais te donner 2 listes. Et donc, tu vas me demander une première fois quelle est ma première liste et je vais te la coller. Puis après, tu vas me demander la deuxième liste. Et là, du coup, tu recolles tes mots-clés qui sont complémentaires. Et là, il va arriver à recoller un petit peu les morceaux. Mais ce n'est pas à 100% fiable. Mais, oui, parce que c'est vrai que le prompt qu'on a montré dans le chat GPT, c'est plus en mode, voilà, c'est pour sentir entre guillemets le concurrent, c'est pas de la donnée pure statistique. Et après, dans GPT-4Sheet, l'extension de Google Sheet, vous avez une fonctionnalité de classification qui peut aider à aller plus loin à ce niveau-là et qui est très sympathique. Alors, question large, comment perfectionner ces prompts? Oula, ça c'est une question large. Laurent, comment perfectionne un prompt? On me demande une formation. Non, mais c'est la solution la plus simple pour aller directement au but. Mais après, comme on a montré tout à l'heure, à HyperM, déjà, ça te permet d'avoir des prompts qui sont déjà en fait out of the box, que tu appuies sur un bouton, il va te les donner et à partir de ça, vous les analysez et vous allez choisir les choses qui vous intéressent par rapport à la tâche que vous devez faire. Et en réalité, aujourd'hui, ça va être de plus en plus ça. C'est comment en fait je fais un prompt qui est adapté à mon activité et à ce que je veux sortir derrière comme contenu. Ouais, moi ce que je peux vous recommander, parce que là on parle de prompt engineering, c'est un peu le nouveau métier tendance. Faites beaucoup de veille, donc lisez beaucoup de prompts pour comprendre ce qui est possible, parce que pour dialoguer avec GPT, que ce soit Laurent ou moi, des fois nous on fait des prompts qui sont vraiment très très énervés, mais avec des formats différents. Donc il y a vraiment plusieurs manières de faire. Donc c'est en lisant plein de prompts, il y en a plein sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Après il faut faire attention aux vendeurs de listes, parce que moi par exemple, je peux faire un prompt pour en générer 100 prompts, et du coup en fait tu vas lire le truc, tu vas te dire, je les ai même pas testés en fait. Sur LinkedIn, Twitter, c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de prompts de mauvaise qualité. Bref, faites de la veille, formez-vous, prenez une formation et puis après, entraînez-vous. Et ce qui est important, par contre, c'est quand vous faites un prompt, parfois un prompt qui peut bien fonctionner pour une thématique, par exemple, SEO. Mais alors après, bonus-malus, ça ne marche pas du tout. Donc moi, ce que je fais en tout cas, pour m'aider à enchaîner plein de tests, j'utilise dans Google Sheet GPT. Comme ça, je mets mes différentes thématiques, ça me fait un jeu de tests de 10 tests. Et après, j'enchaîne mes différents prompts directement dans Google Sheet. Ça me permet d'aller plus vite. Ensuite, on a une autre question. Avez-vous des retours d'XP sur des contenus IA qui se sont positionnés, puis dont le référencement Google s'est effondré? Alors oui, on a un gros retour là-dessus à faire. Est-ce possible de retravailler la page pour la faire repartir, ou bien mieux vous repartir sur une nouvelle URL? Ok. Toi, quelle serait ta réponse, Laurent? C'est une bonne grosse question. Donc les contenus IA qui se sont positionnés puis ils se sont fait dégager, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ceux qui avaient récupéré en masse, mais vraiment en masse, des DPA et qui en fait, Google il s'est dit j'en ai trop, et parce qu'il y en a plusieurs qui ont fait ça et il y en a plein qui ont dégagé. Améliorer une page pour la faire repartir, ou bien mieux repartir sur une nouvelle URL. Ça, je ne sais pas pour l'histoire de la nouvelle URL. Améliorer ces pages, par contre, oui, c'est bien. Et par contre, dans l'utilisation, lorsqu'on parle
de créer du contenu, il y a cette partie-là en fait, qui est pas mise en avant. J'ai déjà un contenu qui est positionné, qui est peut-être en 20e place. Et si je regarde les concurrents, ils ont à peu près le même type de backlink et la même autorité. Peut-être que juste en améliorant en fait, mon contenu, et comme j'ai mon angle qui a été fait par un humain qui a rédigé le truc, et je peux lui demander, tu vas me rajouter des paragraphes par rapport à ce qui me manque, qui me permettrait de monter dans les SERP. Mais, ouais, moi, je me permets de rajouter un point. Il y a eu une très belle étude là qui a été partagée par Yaki, où il a analysé justement plusieurs centaines de contenus générés par différents outils. Alors, c'est des contenus 100% IA sur GPT-3. Hein, c'est une étude, donc, techniquement, il y a le biais que c'est GPT-3, donc qui est niveau technologique, qui est par rapport à GPT-4. Ouais, mais ça donne déjà une bonne indication. Hein. Mais voilà. Et il compare avec des contenus humains. Son étude, je vous la recommande vraiment, elle est intéressante. Et donc, globalement, en tout cas, moi, ce que j'en retiens de cette étude, c'est les contenus IA full. Alors, quand on dit contenu IA, le problème de contenu IA, c'est ça veut tout et rien dire. Hein. Donc là, c'est contenu IA de base, basique, on va dire, fait à travers des outils. Voilà. Je fais du clean. Voilà. Il se positionne. Et au bout de 2 mois, il ne se positionne plus. Alors que les contenus humains restent positionnés. La question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est à cause de l'IA? Et donc là, on revient un peu à une des questions. Moi, je vous donne mon avis, mais c'est vraiment mon avis très subjectif et personnel. Pour moi, Google, quand vous créez un nouveau contenu, il veut savoir, il veut évaluer la qualité de ce contenu. C'est comme quand dans LinkedIn, dans Twitter, vous postez un nouveau contenu, l'algorithme de machine learning a besoin de comprendre est-ce que ce contenu va intéresser ou pas. Et pour comprendre s'il va intéresser, il faut qu'il le présente à un échantillon d'utilisateurs pour voir les signaux utilisateurs. Alors, bien entendu, ce n'est pas que les signaux utilisateurs en SEO, mais pour moi, ça en fait partie. Et donc, il va le positionner pendant un certain temps, à plusieurs positions. Puis à un moment donné, il va se dire, mais attends, ce contenu-là, je l'ai mis en première page à plusieurs positions, mais en fait, ce contenu, il renvoie des signaux utilisateurs négatifs. Je le dégage, c'est tout. IA ou pas IA, hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à dire ça, c'est que ces contenus potentiellement, si c'est un contenu full IA, le risque de faible qualité est élevé et donc du coup, le contenu ne va pas se positionner sur le long terme. Est-ce que ça vaut le coup de le réoptimiser? Oui, parce que soit de le réoptimiser, soit de le supprimer, parce que vous n'avez pas trop envie que Google se dise « Oula, attends, sur ce site web-là, il n'y a que des contenus de faible qualité, ce n'est pas le meilleur signal au monde. » Donc voilà. En tout cas, ça reste mon avis très personnel. Donc, pensez utilisateur, hein, c'est toujours la même chose, hein, honnêtement. Hein. Après, si vous arrivez à faire des contenus full IA qui sont de meilleure qualité que les humains, tant mieux. Alors, j'ai cru comprendre que ChatGPT n'avait pas de données au-delà de 2021. Quelle est la raison? Est-il prévu une mise à jour, Laurent? Quelle est la raison? En fait, c'est en fait le principe de tous ces larges langages modèles, c'est en fait ils récupèrent beaucoup de data et à partir de ces data, la phase d'analyse, elle se fait après. C'est pour ça que ça s'appelle GPT-3, générative pré-train. En gros, il pré-entraîne pour dire, voilà, on a besoin d'une base. C'est comme lorsqu'on nous apprend le langage. En réalité, on va à l'école, on nous apprend comment on fait une phrase. Et par contre, les mots, ils sont tous dans le dico, hein, mais par contre, on ne va pas tous les utiliser. On va utiliser une partie. C'est un petit peu pareil. En fait, ils ont fait une sélection de sources sur lesquelles, en fait, ils ont dit, nous, on va travailler sur ça, et ça va nous permettre de pouvoir créer des outils qui vont pouvoir traduire dans plusieurs langues, par exemple. Et c'est ça, en fait, la fonctionnalité qu'ils cherchaient. À la base, c'était ça qui était cherché, avant de générer vraiment du contenu. De clusteriser, de catégoriser en fait des choses, et on va dire que la génération de contenu, en fait, c'est arrivé après. Mais c'est pareil que la même chose que nos assistants que l'on a, les petites bornes Alexa et Google Home, c'est juste l'interface. On va lui poser une question, lui il a déjà une base de connaissances minimum,
Et puis après, lorsqu'il ne sait pas, il va aller chercher ailleurs. Et là, c'est l'évolution qui va y avoir. GPT-3 jusqu'à présent et GPT-4, ils se sont entraînés sur des données qu'ils ont récupérées, sur lesquelles ils se sont dit que c'était les informations les plus fiables, même si en fait il y a beaucoup de biais, puisque je peux avoir des livres qui ont été récupérés qui peuvent complotistes, et pareil, même sur tout ce qui va être la politique, chacun a son avis, chacun va dire de son point de vue, il a raison. En fait, ils ont juste récupéré les datas. Et donc, ils avaient besoin à un moment donné de s'entraîner sur les infos qu'ils avaient déjà. Et maintenant, ce qu'ils commencent à faire, c'est de dire, OK, nous, on est conscient qu'on n'a pas tout dans ChatGPT, mais on a le moteur qui nous permet d'aller en fait à partir d'une source autre. C'est ce qu'ils ont mis en avant avec les plugins et le nouveau ChatGPT qui peut aller chercher dans Google. Et là, ils ouvrent en fait à l'enrichissement des datas extérieures. Mais toute la base de comment je crée une phrase, comment je la formule, comment je fais une accroche marketing, tout ça, ils l'ont. Après, c'est la data fraîche. Là, ils vont le chercher directement sur les outils. Et là, je pense que c'est là où, en fait, l'intérêt qu'a eu Microsoft de mettre des billes dans OpenAI et ChatGPT, c'est que du coup, eux, ils ont déjà le moteur de recherche avec Bing, et que lorsque vous testez Bing avec son chat, ben vous avez des informations qui sont beaucoup plus précises. Il ne va pas générer le contenu. Enfin, il y a une partie pour générer le contenu, mais pour eux, ce n'est pas le truc de base. Mais voilà vers où ça va. OK, on a déjà notre base. Maintenant, on a bien entraîné et on va ouvrir aux data des entreprises, parce que c'est ça qui est visé aussi. Et dernière question, on avait une question sur quelle version utiliser, GPT-3, GPT-3.5, GPT-4? Pour répondre très rapidement à cette dernière question, en tout cas moi de mon retour, GPT-4 comprend des tâches beaucoup plus complexes. Donc sur des tâches complexes, c'est super intéressant. Par contre, c'est beaucoup plus long. Et GPT 3.5 a l'avantage de la rapidité. Et moi, je trouve que sur certaines tâches, par exemple, tiens, je veux rédiger un post LinkedIn qui crée de l'engagement ou une introduction qui crée de l'engagement, GPT 3.5 a un côté un peu plus marketing, entre guillemets, parfois qu'un GPT 4 qui est un peu plus carré. Ça dépend ce que vous lui donnez en entrée. Mais en tout cas, voilà, c'est les retours. Donc, tester, ça dépend des tâches. Hein, c'est un peu ça le message. Peut-être toi, Laurent, tu as un rapide retour là-dessus. Non, mais c'est pareil. Ben, en fait, sur GPT-4, on se rappelle ce que GPT-3, on disait, ouais, ben, en fait, il n'a pas de logique. Et là, sur GPT-4, ils ont bien amélioré ça. Ouais, il est plus carré, du coup, et moins créatif. C'est ça, et c'est surtout tout ce qui était mathématique. Et ben, c'est pareil, en fait, quand je disais, tu as GPT-3, GPT-4, c'est la base de connaissances, et en fait, ils rajoutent des briques pour qu'ils fassent d'autres choses. Donc, c'est le cas pour le code. On a le codex qui a part pour pouvoir générer du code, GitHub Copilot, etc. Et tu as pour la génération d'images, donc DALL-E, en réalité, c'est que des briques qui viennent se rajouter. Mais donc, du coup, de savoir quel est, même pour ceux qui utilisent l'API directe, lorsqu'on regarde en fait les moteurs qui sont utilisés, donc tu as DaVinci, mais tu as aussi Ada. Et lorsque tu regardes la définition de Ada et quelque chose, Babbage, en fait, chacun a leur spécialité. Si je veux faire de la clusterisation, tu vois, il y en a un qui est plus Ada. Ouais, voilà, qui est fait exprès pour ça. Comme je vous dis, mais c'est la même chose pour lorsqu'on génère des contenus. C'est ChatGPT, c'est bien, mais d'avoir des outils qui sont dédiés pour pouvoir faire de certaines tâches, c'est quand même pas mal, quoi. Et de les avoir à endroit. Bon, merci Laurent pour ce webinaire. Merci à tous. Il y a plein de questions qui restent en suspens. Venez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous donner des feedbacks aussi sur les réseaux sociaux, poser des questions, on est très preneurs, on continuera, il y avait 50 questions, donc toujours beaucoup de questions. Merci à tous, on espère que ça vous a apporté un maximum d'éléments de réponse. Merci à toi Laurent, c'était vraiment top. Merci. Et puis à très bientôt à tous. Allez, bonne journée à tous, à bientôt. Ciao.